C'était il y a 15 ans, ces images, le 20 avril 2010, une des pires catastrophes écologiques de l'histoire. L'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, c'était à environ 80 km au large de la Nouvelle-Orléans et ça avait fait 11 morts. L'équivalent de 26 000 camions-citernes s'étaient répandus dans le golfe du Mexique. Et 15 ans plus tard, bien, les effets délétères continuent de se faire sentir sur la vie marine. Alors, pendant ce temps-là, au pays, on est à 8 jours du scrutin maintenant et les enjeux de l'environnement et du climat ont pris bien peu de place, on peut dire, dans la campagne électorale. Les chefs libéraux et conservateurs veulent tous deux produire plus de pétrole. Il en a été question lors des débats. Et tout ce qui est enjeu lié à la guerre commerciale semble éclipser les préoccupations environnementales dans l'esprit des électeurs. Alors, je vais en parler maintenant avec François L'Italien, qui est directeur adjoint de l'Institut de recherche en économie contemporaine. Bonjour, Monsieur L'Italien. Alors, que pensez-vous de la place accordée à l'environnement dans le cadre de cette campagne? Est-ce que vous voyez une différence par rapport aux campagnes précédentes? Je pense que c'est absolument clair. Ce qui est marquant en ce moment, c'est le fait que les deux grands partis fédéraux qui aspirent à gouverner le pays convergent clairement sur le plan de l'énergie, en particulier dans l'exploitation des énergies fossiles. Dans le gouvernement précédent, le gouvernement libéral précédent, il y avait quand même l'objectif de compenser ou du moins de développer une contrepartie pour l'émission des gaz à effet de serre en développant la taxe carbone. Et clairement, on a vu lorsque Marc Carney est arrivé dans les habits de premier ministre que la première mesure qu'il a mise sur pied, c'est d'amputer cette taxe carbone-là et donc de faire d'une certaine manière régresser le Canada vers une position très conventionnelle relativement à l'exploitation des sables bitumineux puis des énergies fossiles. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que, parce que dès le départ, Pierre Poilievre parlait de la taxe carbone, son abolition comme étant l'enjeu principal de la campagne. Ensuite, il y a eu Mark Carney qui, avant même le déclenchement de la campagne, a annoncé vouloir créer un corridor énergétique avec les provinces. Donc, on peut se dire que le ton était donné dès le départ à cette campagne? Absolument. Et puis, le chiffre conservateur, ça fait quoi? Ça fait au moins 2 ans qu'il nous dit que la prochaine élection va se faire sur la taxe carbone. Donc, vous avez raison de dire que le lit était fait pour cette campagne électorale-ci. Comme le gouvernement de Justin Trudeau était très impopulaire, je pense que la stratégie de base de Marc Carney a été d'aller chercher, de couper l'herbe sous le pied du chef conservateur et d'une certaine façon aussi d'être le porte-voix de Bay Street. La communauté financière canadienne est une communauté qui regroupe des acteurs financiers importants qui sont très exposés sur les énergies fossiles, qu'ils ont dans leur portefeuille beaucoup d'actions, d'obligations, de placements privés, beaucoup de produits financiers qui sont adossés à l'énergie fossile. Et je pense que Marc Carney, qui vient du secteur bancaire, a bien capté l'opposition de cette communauté-là à tout ce qui pouvait être un pas de recul vis-à-vis des énergies fossiles. Oui. En même temps, bon, le contexte de guerre commerciale avec les États-Unis a bien mis en évidence la dépendance énergétique du Canada envers les États-Unis. Est-ce que c'est pas normal aussi que les partis politiques veuillent trouver des solutions rapides? Oui, la question maintenant, c'est quel choix énergétique avons-nous fait dans le passé et allons-nous faire dans le futur pour augmenter l'indépendance énergétique des provinces canadiennes et du Canada comme pays. Effectivement, quand on regarde la richesse qui est produite au Canada, si on ôte les énergies fossiles, on se rend compte que le PIB, l'augmentation du PIB augmente peu. Donc, évidemment que dans le passé, et puis je pense qu'on peut remonter au début du 20e siècle, le Canada est une puissance énergétique qui s'est basée largement sur les énergies fossiles. Et il y a des choix qui sont faits et refaits pour pouvoir garder cette trajectoire-là. Quand on sait, par exemple, que la première ministre de l'Alberta a déclaré un moratoire pour le développement des énergies renouvelables, on comprend qu'il y a des choix politiques qui ont été faits dans le passé pour ne pas diversifier nos sources d'énergie et nous retrouver dans une situation de forte dépendance vis-à-vis des énergies fossiles, en particulier face aux concurrents américains. Ce qui est préoccupant dans tout ça, c'est que d'une part, on voit l'augmentation des catastrophes écologiques. On a vu les feux de forêt qui sont pas prêts de s'arrêter. On voit les épisodes météorologiques extrêmes et les engagements du Canada et du Québec
pour diminuer les gaz à effet de serre sont pratiquement incompatibles par rapport à cette orientation fossile-là. Donc, il y a des choix qu'il va falloir faire rapidement, sinon, d'une manière ou d'une autre, sur le plan économique, les effets des changements climatiques vont nous rattraper. Mais en même temps, avec ce que vous nous dites, justement, effectivement, il y a les feux de forêt, des images marquantes dans l'esprit de bien des gens. On montrait tout à l'heure les images aussi Deep Horizons, qui était la catastrophe écologique qui était survenue il y a 15 ans. Mais malgré tout, de récentes données donc, nous montrent que dans l'esprit des gens, en fait, je vais vous montrer, on a un tableau qu'on va pas montrer aux gens à l'écran. Selon les récentes données de la boussole électorale, ce qu'on indique, c'est qu'à peine 5 des répondants estiment que l'environnement est le sujet politique le plus important à l'heure actuelle. Alors, est-ce qu'on assiste présentement à une certaine fatigue environnementale, vous diriez, M. l'Italien? C'est un phénomène qu'on constate un peu partout. Il y a effectivement eu un moment, une inflexion importante dans l'agenda politique. Vous savez, en 2019, j'ai participé avec d'autres, même Justin Trudeau était là, à une manifestation pour le Jour de la Terre où il y avait eu plusieurs centaines de milliers de personnes qui s'étaient réunies pour dire qu'on devait avoir un changement de cap, qu'on devrait prendre des décisions pour nous orienter différemment par rapport à la question écologique et environnementale. Et clairement, il n'y a pas eu de changement. Et ça, c'était pas simplement au Québec, au Canada. C'est un phénomène qui était, on dit une position qu'on a vue dans plusieurs pays. Greta Thunberg, vous vous en souviendrez, était Bien comme sûr. une figure emblématique de ce mouvement-là. Et comme il n'y a pas eu un changement de cap important, effectivement, c'est comme si les personnes qui s'étaient mobilisées, les forces vives de la société qui s'étaient mobilisées pour qu'on puisse le faire ensemble, ce changement-là, comme il n'y a pas eu de répercussions dans les politiques publiques, c'est comme si on s'était dit à quoi ça sert. Et je pense qu'effectivement, cette fatigue-là qui s'est installée est davantage attribuable à une incapacité des élites économiques de faire les changements et les inflexions qui s'imposent pour éviter le pire et envoyer un signal fort dans la population qu'il y a un changement qui va être appliqué non seulement dans la classe moyenne puis la population générale, mais aussi chez les dirigeants et la classe d'affaires. Donc, cette fatigue-là, oui, mais elle n'est pas, comment dire, c'est une fatigue qui s'explique. Oui, c'est ça. Qui prend beaucoup de place quand même. J'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé d'éco-anxiété, mais en même temps, si ça vient effectivement avec une sorte d'inaction, ça peut avoir des effets contraires. Mais en terminant, M. l'Italien, bon, ce sont des promesses de campagne qui sont faites présentement dans le contexte de guerre tarifaire, mais comme ça nous était rappelé dans le cadre du débat, dans 4 ans, il y aura un autre président aux États-Unis. Donc, il y a un certain danger aussi à prendre des décisions aujourd'hui qui vont avoir des impacts pour de très nombreuses années, alors que la situation politique, elle pourrait changer dans un avenir relativement rapproché, là, toute proportion gardée. Oui, vous avez tout à fait raison. On pense que l'élection de Donald Trump signifie l'aliénation des États-Unis pour l'éternité, mais je pense qu'il y a derrière ça un jeu, il y a une alternance chez les gouvernants au Sud. Puis effectivement, il faut qu'on regarde à moyen et à long terme qu'est-ce qui est possible d'utiliser comme marge de manœuvre aujourd'hui, de tirer le meilleur de la situation et surtout, je pense, d'avoir en vue un portrait large de l'économie. C'est pas simplement maintenant à partir des décisions, qu'est-ce que ça peut nous rapporter? Mais c'est plutôt comment avoir des décisions qui sont structurantes, qui permettent aussi d'avoir, pour les générations futures, j'ai envie de dire, un accès à un mode de vie, puis à une richesse collective qui va être bénéfique pour eux. Donc, il faut regarder à long terme qu'est-ce qui va se passer. François l'Italien, vous êtes donc directeur adjoint de l'Institut de recherche en économie contemporaine. Merci beaucoup, ça fait réfléchir ce matin. Merci, madame. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.